préparez-vous à plonger dans les abysses, car ce que vous allez découvrir sur les créatures marines les plus étranges de notre planète défie l'imagination et pourrait bien vous hanter. Si vous voyagez à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan, vous commencerez à remarquer que les créatures mignonnes que vous voyiez auparavant dans les eaux peu profondes sont devenues tout sauf adorables. Leur corps s'étire, leurs yeux deviennent gigantesques ou sont complètement absents. Et des appendices commencent à pousser à des endroits où ils ne devraient vraiment pas. C'est comme si l'évolution elle-même avait injecté un génome déformé directement dans l'ADN de ces animaux autrefois d'apparence normale. Mais parmi les plus gravement et horriblement affectés par ce phénomène se trouvent les calmars. Certains deviennent complètement transparents, tandis que d'autres développent des crochets à la place des ventouses. Et les plus touchés d'entre eux se transforment en quelque chose de bien plus singulier. Ce sont des créatures qui vivent encore plus profondément que les calmars géants, et sont donc devenues encore plus dérangeantes. Pourquoi ces créatures semblent-elles devenir de plus en plus étranges à mesure que l'on descend dans l'océan? Et pourquoi les calmars sont-ils spécifiquement si vulnérables à cet effet terrifiant? Pour comprendre pourquoi ce phénomène se produit, nous devons d'abord examiner où se trouvent ces calmars. Vous ne tomberez pas accidentellement sur l'un des calmars les plus effrayants, car la plupart ressemblent davantage à celui-ci. C'est le calmar de récif. Il vit dans la zone épipélagique et c'est le calmar typique d'apparence normale qui vient à l'esprit. Mais une fois que vous descendez dans la zone crépusculaire, c'est là que le phénomène commence à prendre effet. Les calmars commencent à acquérir des traits assez étranges, comme ce calmar luciole. Ils ont adopté la bioluminescence, ce qui est honnêtement plus joli qu'effrayant. Les calmars de verre deviennent transparents, presque comme s'ils étaient faits de verre. Mais bien que nettement plus étranges que les calmars de récif, ils ne sont pas encore nécessairement effrayants. Cependant, dans la partie la plus profonde de cette zone se trouve le calmar de Humboldt, le premier cas de véritable monstrification des grands fonds. Ces spécimens mesurent plus de 1,8 mètres de long et pèsent jusqu'à 45 kg, et sont aussi les premiers calmars à développer des crochets conçus pour déchiqueter la chair. Contrairement aux calmars précédents, ceux-ci se chassent mutuellement, mangeant littéralement les membres plus faibles de leur propre espèce. Ils sont connus comme les diables rouges de la mer, non seulement à cause de leur couleur, mais aussi à cause de leur comportement hyper agressif et presque déconcertant. La plupart des calmars chassent seuls, mais les calmars de Humboldt attaquent en groupe coordonné, faisant clignoter des motifs rouges et blancs sur leur peau pour communiquer pendant la chasse. Ils peuvent se déplacer jusqu'à 25 mètres par heure, ce qui est nettement plus rapide que la vitesse à laquelle vous pourriez nager. Mais sont-ils vraiment une menace pour nous? Eh bien, ils sont assez terrifiants. Et oui, ils peuvent vous blesser avec leurs crochets, mais il est très improbable qu'ils chassent constamment quelque chose d'aussi grand qu'une personne. Ils préfèrent généralement des proies plus petites comme les crevettes, les crabes ou des versions plus petites d'autres calmars, et aucun décès humain n'a été signalé à cause des calmars de Humboldt. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Mais si vous descendez encore plus profondément dans la zone de minuit, les calmars que vous y rencontrerez ont été entièrement déformés par l'évolution et ont atteint le point où tout le monde peut accepter qu'ils sont terrifiants. Voici le Promachoteuthis, le calmar aux dents humaines. Honnêtement, je ne sais pas qui aurait pu penser que ce serait une bonne idée de concevoir une telle créature, mais ce calmar existe malheureusement. Malgré son apparence absolument terrifiante, ce ne sont pas réellement des dents. Ce sont des lèvres repliées de tissu mou qui entourent le bec du calmar, qu'il utilise toujours pour découper de minuscules proies. Je ne suis honnêtement pas sûr si cela le rend plus ou moins effrayant. Cependant, un seul spécimen a été capturé, et il mesurait à peine de 5 cm de long. Une partie de la raison pour laquelle nous n'en avons pas trouvé plus est notre incapacité à trouver facilement des créatures si profondément dans les abysses. Mais ce sont aussi des calmars très rares en général. C'est probablement mieux ainsi. À l'extrémité opposée du spectre de taille dans cette zone se trouve le plus long calmar du monde, le calmar géant. Ce calmar est la cause la plus flagrante du gigantisme des grands fonds, et il peut atteindre une longueur estimée à 14 mètres, bien que si peu ait été trouvé que nous ne connaissons toujours pas vraiment les limites de leur taille. Ils possèdent les plus grands yeux de tout le règne animal, plus grands que des assiettes. Et parce que ces calmars sont si incroyablement massifs, ils sont également dangereux. Ils sont connus pour combattre les cachalots, qui plongent à des milliers de mètres pour les chasser, et c'est la principale raison pour laquelle nous savions même qu'ils existaient. Des cicatrices de tentacules de calmars géants ont été trouvées sur la peau des baleines et des becs de calmars ont été découverts dans l'estomac des baleines. La plupart des gens pensent honnêtement que cet animal est la base des mythes du kraken. L'autonomie gigantesque du calmar a été conçue pour les grands fonds et uniquement pour les grands fonds, avec un énorme manteau de muscles purs, 2 tentacules munis de ventouses et bordés de dents, et un bec solide capable de découper des proies. Ils sont donc absolument terrifiants, et c'est pourquoi ils sont si célèbres. Intéressant, je suppose.
Mais sont-ils agressifs envers les humains? Eh bien, nous ne le pensons pas vraiment, mais c'est principalement parce qu'aucun humain ne les rencontre jamais à la base. Dans des conditions normales, ce sont des prédateurs en embuscade qui rôdent dans l'eau noire avant de frapper des proies comme des poissons de taille moyenne ou, encore une fois, même d'autres calmars. Il y a beaucoup de cannibalisme parmi les calmars étranges. Alors pourquoi deviennent-ils si grands? C'est un mélange de plusieurs raisons, mais une théorie est que dans l'océan profond, où il fait froid et où il n'y a pratiquement pas de nourriture, les corps plus grands conservent mieux l'énergie. Ils peuvent stocker plus de nutriments et se déplacer plus efficacement sur de longues distances. Une autre idée est que les animaux plus grands peuvent parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture ou des partenaires dans un environnement aussi vide. Mais malgré le fait qu'ils soient littéralement absolument monstrueusement massifs, et oui, je veux dire massifs, nous ne savons toujours rien d'eux. Nous ne savons pas combien il y en a, combien de temps ils vivent, comment ils se reproduisent ou où ils pondent leurs œufs. D'une certaine manière, c'est ce qui les rend si intéressants. Mais ce ne sont même pas encore les calmars les plus effrayants, car nous n'avons même pas encore atteint le fond de l'océan. Encore plus profond que la zone de minuit se trouve la zone abyssale, ou vous pouvez simplement l'appeler l'abysse, car c'est fondamentalement ce que c'est. Un vide noir sans fin, s'étendant de 4000 à 6000 mètres sous la surface. Et à ce point, il est impossible que la lumière du soleil y pénètre. La pression y est immense. Et comme il n'y a pas de lumière du soleil, la température n'est qu'un peu au-dessus du point de congélation. Toute vie ici semble se mouvoir dans une sorte de ralenti étrange. Il n'y a pas de plantes et la plupart de la nourriture n'est que de la neige marine qui tombe d'en haut. Alors qu'est-ce qui vit ici? Seulement des créatures hautement spécialisées comme des vers des grands fonds, des concombres de mer, des méduses des grands fonds et bien sûr des calmars. L'Asperotoetis acanthoderma est un calmar incroyablement mince mais incroyablement long, atteignant jusqu'à 4-6 mètres. Et tout ce qu'il fait vraiment, c'est dériver. Il est presque entièrement gélatineux et nous n'en savons pas grand-chose en raison de la profondeur à laquelle il se trouve. Il chasse probablement avec les longs bras minces qui s'étendent de son corps et il pourrait être capable de détecter les vibrations. Mais la réponse concernant certains de ces calmars reste tout simplement inconnue. Mais au fond de la zone abyssale se trouve le seul calmar plus lourd que le calmar géant, le calmar colossal. Écoutez, je sais que ces noms commencent à devenir déroutants. J'ai déjà assez de mal à les prononcer, mais restez avec moi. Le calmar colossal est en fait une espèce de calmar complètement différente des calmars géants et n'est pas vraiment étroitement lié à eux. Ils appartiennent à la famille des Cranchidae, qui sont les calmars de verre. Bien que le calmar colossal ne soit pas transparent et le calmar géant appartient à la famille des Architeutidae. Alors quelle est la différence? Le calmar géant est long, élancé et rapide, d'où sa nature de prédateur en embuscade. D'autre part, le calmar colossal est plus court, mais mesure tout de même près de 10-7 mètres. Il est épais et massif. C'est aussi un prédateur en embuscade, mais d'une manière légèrement différente. Il repère de faibles mouvements dans l'obscurité, puis frappe avec des tentacules munis de crochets qui se tordent et s'enfoncent dans la chair. Une fois qu'il a sa proie, le calmar la traîne et la déchire avec son bec gigantesque. Et ce bec est capable de trancher à travers l'os. C'est un véritable champion poids lourd parmi les calmars. Le plus lourd enregistré pesait plus de 454 kg. Et il est prévu que les plus lourds pourraient atteindre jusqu'à 590 kg. Chaque œil est également gigantesque, d'environ 28 cm de diamètre, et chez certains des plus grands adultes, ils peuvent être encore plus grands que ceux des calmars géants, ce qui en fait le seul animal capable de les battre en taille-dieu. Alors, qui gagnerait dans un combat? Honnêtement, cela semble serré. Le calmar géant a la portée avec ses longs tentacules qui peuvent frapper à distance, et il est plus rapide et plus agile. Mais le calmar colossal est un tel mastodonte, et étant plus lourd, plus épais et armé de crochets rotatifs, au lieu de simples ventouses, il serait probablement capable d'accrocher le calmar géant et de le déchirer. Dans une bagarre rapprochée, le calmar colossal l'emporterait probablement sur le géant par la seule force brute. Mais cela n'arriverait jamais vraiment car ils ne vivent pas au même endroit. Le calmar géant reste dans la zone pélagique, la zone de minuit, où il chasse dans des mers légèrement plus chaudes et plus riches en oxygène. Le calmar colossal, en revanche, ne se trouve vraiment que dans la zone abyssale de l'Antarctique et est tout simplement trop profond pour que les calmars géants puissent s'y aventurer. Ce qu'ils ont en commun cependant, c'est que le calmar géant et le calmar colossal sont tous deux chassés par un seul ennemi massif, le cachalot. Ces baleines plongent à des milliers de mètres dans l'obscurité totale juste pour les chasser, utilisant l'écholocation pour les trouver. Lorsque les baleines remontent de ces plongées, leurs têtes sont souvent couvertes de longues cicatrices circulaires.
car ces chasses ne sont pas faciles. Il y a des marques de ventouses et des blessures de crochet dues aux batailles avec ces deux calmars. Et parfois, il peut être difficile de distinguer lesquels proviennent de quel calmar. À l'intérieur de l'estomac des baleines, les scientifiques ont trouvé des becs géants, la seule partie d'un calmar qui ne se digère pas en raison de sa solidité. Alors, qu'est-ce qui est encore plus profond que cela? La seule chose en dessous de la zone abyssale est la zone hadal, le fond absolu de l'océan. Elle commence à environ 6000 mètres de profondeur et descend jusqu'au point le plus profond de la Terre, la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres sous la surface. La zone hadal est principalement constituée de fosses océaniques et de dépressions profondes. Et ce qui y vit est, pratiquement rien. Parce que c'est si profond, rien ne vit vraiment ici, à part quelques organismes vivants simples comme des vers ou des microbes. Et le calmar le plus terrifiant qui ait jamais existé. Tout au fond de l'océan existe le Magnapina, également connu sous le nom de calmar à grande nageoire. Je laisserai les photos expliquer ce calmar. Ce que fait ce calmar, nous ne le savons pas vraiment. Nous n'en avons jamais attrapé un vivant. Nous n'avons jamais étudié un adulte complet. Et nous ne savons qu'ils existent que grâce à des captures de caméras granuleuses comme celle-ci. On soupçonne qu'ils ne nagent pas vraiment, mais qu'ils dérivent plutôt. Et ceux que nous avons trouvés mesurent environ 6 mètres de long. Toujours plus petits que les calmars géants, mais j'avoue que je préférerais honnêtement trouver un calmar géant que cette chose. Nous ne connaissons pas vraiment les limites de taille de cette créature, car nous n'avons vraiment trouvé que des juvéniles dans les profondeurs. Même la zone hadal est si profonde que ces calmars n'ont vraiment été trouvés que dans la partie supérieure de la zone hadal. Alors, pourquoi ce calmar a-t-il évolué pour devenir si effrayant? On soupçonne que beaucoup de cela est lié à la survie. Pas seulement pour créer des cauchemars au fond de l'océan pour le plaisir. Le mouvement brûle de l'énergie, et l'énergie est hyper précieuse si profondément. Donc, au lieu de nager, le calmar à grande nageoire est mieux conçu pour ne pas chasser constamment ou fuir les prédateurs. Contrairement à la plupart des créatures plus haut dans l'océan, il semble être conçu pour rester immobile, dérivant et attendant quelque chose, ce qu'il semble faire. Le coude dans chaque bras l'aide à contrôler son filet de tentacules. En gardant ses bras inclinés, le Magnapina peut planer et les diriger sans les emmêler. Même sa peau translucide et incolore est pratique. Même si la lumière n'existe pas ici, si un prédateur venait à briller ou à utiliser la bioluminescence, la transparence signifie que le Magnapina ne reflète presque rien. Ceci, bien sûr, est de la spéculation puisque nous n'avons aucune preuve réelle. Mais c'est la réponse la plus probable et la meilleure que nous ayons jusqu'à présent pour expliquer pourquoi ils sont devenus si terrifiants. Bien sûr, terrifiant ne signifie pas nécessairement dangereux. Pour tout ce que nous savons, ces calmars pourraient être complètement inoffensifs pour les humains. Mais honnêtement, la partie la plus effrayante à leur sujet est à quel point nous ne savons littéralement rien. Ils vivent si profondément que nous en savons beaucoup plus sur les calmars géants que sur eux. Et nous ne savons déjà presque rien des calmars géants. Si quelque chose comme le Magnapina existe là, base, qu'est-ce qui pourrait d'autre se cacher que nous n'avons pas encore vu? La vérité est que nous avons exploré moins de 5% de l'océan profond, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des dizaines d'espèces de calmars non découvertes, certaines potentiellement encore plus grandes que les plus grandes que nous connaissons. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des parents plus grands du Magnapina que nous n'avons jamais capturés à la caméra, qui se déplacent si lentement que les submersibles pourraient passer juste à côté d'eux sans les remarquer. Même les calmars que nous connaissons, le géant, le colossal, les calmars de verre, ont tous été découverts par accident. Nous n'avons eu connaissance de leur existence initiale que grâce aux cachalots. Et les cachalots ne vont pas assez profond pour atteindre la zone hadal. Mais même si je trouve les calmars fascinants, je ne suis pas particulièrement impatient de trouver quelque chose de plus effrayant que ce que nous avons déjà découvert.